arrivent, M. Legault, Marguerite Blais et Dr Arruda. Il sera aussi question, Sébastien, bien sûr, de cette déclaration, mais il est revenu là-dessus samedi, mais n'empêche, est-ce qu'il prépare les gens au déconfinement possible avant le 4 mai, ou est-ce que toutes les énergies, là, ne seront pas plutôt mises à régler l'hémorragie dans les CHSLD? C'est à voir. C'est l'équilibre entre la crise sanitaire et la relance de l'économie. Donc, M. Legault nous dit depuis quelques jours déjà qu'il veut faire cet équilibre. Et aujourd'hui, juste pour vous dire, sur Facebook, il vient d'écrire « L'urgence pour nous en ce moment, c'est de prendre soin des plus vulnérables. C'est notre mission prioritaire. C'est là-dessus qu'on se concentre. Il faut aussi tenir bon avec la distanciation physique. » Donc, de toute évidence, M. Legault est préoccupé en ce moment par ce qui se passe dans certains CHSLD, dans certaines résidences pour personnes âgées. Oui, puis on a beaucoup parlé d'Aaron, mais il y en a d'autres. Il y a Ville-la-Salle, il y en a d'autres. Il y en a plusieurs autres où la situation est extrêmement préoccupante, où on n'a pas pu physiquement séparer les zones rouges des zones vertes. Je laisse la parole au premier ministre, à Mme Blais, au Dr Arruda. On se retrouve tout de suite après, mesdames et messieurs. Et du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. À vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Je commence par le bilan de la journée. On a malheureusement 32 nouveaux décès, donc on est rendu maintenant à 360. Donc, je veux offrir mes condoléances aux familles et aux proches des 32 victimes. On a maintenant 13 557 cas confirmés. C'est une augmentation de 711. On a 879 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 55. Sur les 879, il y en a 226 qui sont aux soins intensifs. C'est une augmentation de 9. Comme vous pouvez vous l'imaginer, actuellement, notre grande priorité, c'est la situation dans les CHSLD et les résidences pour aînés. Donc, que ce soit ce qu'on appelle des RPA, des RI, toutes les résidences, là, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. D'abord, je veux vous dire qu'en fin de semaine, comme je l'avais dit samedi, on est allé inspecter les 40 CHSLD privés non conventionnés et on s'est rendu compte que la grande majorité sont très bien gérés, le personnel soigne bien les patients. Il y en a quelques-unes, là, 4 ou 5, qu'on garde sous surveillance. On ne va pas s'arrêter là. On a commencé déjà depuis hier, puis ça va se poursuivre aujourd'hui au cours des prochains jours. On va aller inspecter toutes les résidences publiques et privées, CHSLD, RPA, ARI, donc pour aller voir exactement si la situation est sous contrôle. Bon. Je veux revenir sur la situation dans les CHSLD et les résidences pour aînés de façon générale. D'abord, c'est important de se rappeler qu'avant même la crise, depuis des années, on avait des pénuries de personnel dans les résidences pour aînés. On avait, je pense peut-être que le problème le plus important, c'est un problème de salaire. Donc, on n'arrive pas, même si on a affiché beaucoup de postes, à combler les postes. C'est encore plus difficile dans certaines résidences au privé qui payent moins cher, mais même dans le secteur public, très difficile d'aller attirer tout le personnel qu'on a besoin. On a en plus une espèce d'effet domino. Parce qu'on a une pénurie de personnel, bien, les personnes qui travaillent là ont comme une surcharge de travail. Donc, c'est encore moins attrayant parce que les personnes qui acceptent de venir travailler travaillent dans un contexte où il manque de personnel, donc qui ont beaucoup de choses, plus que normalement, à faire. C'est pour ça que vous m'avez souvent entendu le dire depuis un an, au cœur de la négociation des conventions collectives, on veut augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires
d'un pourcentage plus grand que les autres travailleurs qui travaillent pour le gouvernement du Québec, que ce soit dans la fonction publique ou dans les différents réseaux. Je comprends que ce n'est pas simple de négocier ça. Traditionnellement, quand je regarde les gouvernements qui se sont succédés, actuellement, les grands syndicats qui représentent toutes sortes de groupes d'employés demandent la même augmentation de salaire en pourcentage pour tous les employés. Certains syndicats ont de l'ouverture, donc d'autres en ont moins. Donc, c'est pas simple, cette négociation-là. Comme vous le savez, on a essayé de l'accélérer. Là, on continue les discussions, mais c'est pas nécessairement simple de donner une augmentation permanente plus importante aux préposés, aux bénéficiaires. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné un boni temporaire, donc une bonification de la rémunération, 8 pour les personnes qui sont directement avec les patients. Puis dans le secteur privé, une augmentation de 4 de l'heure. Parce que je rappelle, là, il y a des gens qui gagnaient seulement 13 de l'heure, là, donc même à 17 de l'heure, ce n'est pas suffisamment attirant. Puis en plus, bien, ce sont des primes qui sont temporaires. Tant qu'on ne s'est pas entendu avec les syndicats, ça reste des primes qui sont temporaires. Et actuellement, on n'a pas assez d'inscriptions dans, entre autres, en formation professionnelle pour des gens qui voudraient devenir préposés aux bénéficiaires. Donc, on a un défi d'attirer des jeunes, mais aussi des moins jeunes, à devenir préposés aux bénéficiaires, que ça soit plus valorisé. Évidemment, on ne peut pas parler de valorisation sans parler de salaire, quoique le contexte aussi fait qu'étant donné qu'il y a une pénurie, bien, c'est dur de travailler comme préposé aux bénéficiaires. Donc, on a un peu comme l'œuf et la poule. Tant qu'on n'a pas attiré plus de préposés, la situation est encore plus difficile. Mais c'est le grand défi qu'on a. Puis, ce n'est pas un défi qui est nouveau. C'est un défi qui est là depuis des années, qu'il y a de la pénurie de personnel. Puis, en particulier, là, je vous dirais, depuis un an, on a eu 2 augmentations budgétaires importantes, mais il reste que beaucoup de postes sont affichés, mais non comblés. Je pense que dans le contexte actuel, il y a quelque chose qui est encourageant, c'est qu'il y a beaucoup de métiers, je pense entre autres magasins de détail, peut-être autour du tourisme, de la restauration, des gens qui peut-être pourraient se réorienter pour devenir préposés aux bénéficiaires. Mais tout commence par une meilleure augmentation des salaires. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'avant même que la crise commence, la crise de la COVID-19, on avait un problème de pénurie de personnel dans nos résidences de personnes âgées. Et là, la situation s'est empirée. D'abord, il y a du personnel qui était infecté, soit dans les résidences, soit parce qu'il avait voyagé ou pour toutes sortes de raisons comme simple citoyen. Donc, on a une partie du personnel qui est infecté. Puis on me dit aussi qu'il y a une partie du personnel, puis je peux les comprendre, qui ont des inquiétudes, puis qui ne veulent pas aller travailler dans des milieux où il y a des patients qui ont la COVID-19. Je pense qu'on peut tous comprendre ça, malgré les équipements de protection. Il y en a qui ont des craintes. Donc, on se retrouve dans une situation où, avant la crise, on avait une pénurie de personnel. On était en train de négocier pour augmenter les salaires, pour que ça soit plus attractif, pour qu'on ait plus de jeunes et de moins jeunes qui s'inscrivent dans les écoles pour devenir préposés aux bénéficiaires. Puis là, bien, s'ajoute une situation où c'est encore moins attrayant. Donc, on a vraiment un gros défi. C'est un défi qui est plus, je dirais, à moyen terme, mais on a une crise là à gérer. Et là, pour gérer la crise, on a redéployé 1100 personnes pour les envoyer là où c'est le plus critique. Plus 450 médecins, puis on est en train d'en ajouter autant des omnis que des spécialistes. Par contre, et puis je le dis, je faisais la revue tantôt avec Marguerite de toutes les résidences, une par une. Il y a encore des résidences actuellement qui manquent d'employés.
Donc, on cherche toutes sortes de moyens d'identifier des employés qu'on pourrait envoyer. Et donc, ça fait partie de nos priorités. Mais, malgré la situation qui est difficile, je veux quand même vous dire que la grande majorité des résidences fonctionnent bien. Les gens sont bien soignés, le personnel est attentionné, dévoué. Donc, dans la grande majorité des cas, ça va bien. Puis j'ai demandé aussi, d'une façon très claire, là, qu'il y ait une personne pour chaque résidence qui soit désignée pour faire le lien avec les familles. Ce ne sera pas, dans tous les cas, une infirmière ou un médecin, mais c'est important qu'il y ait ce lien-là parce que on a quand même, puis on en parlait avec le docteur Arruda, une inquiétude sur le moral de certaines personnes là, qui sont dans une situation qui est difficile. Quelques points additionnels. D'abord, les tests. Là, vous avez vu qu'il y a un nouveau test qui se fait rapidement. Là, en 1 heure pour avoir le résultat. On en a commandé pour être capable d'en faire 200 000. Donc, on pense qu'avec ça, on va être capable là, de faire tous les tests qu'on a besoin dans les prochaines semaines. Les équipements de protection, ça va bien. Il y a un endroit où on est plus serré, c'est les blouses. Mais là, on pense que d'ici une semaine, maximum 2, on devrait être capable de commencer à avoir des blouses qui sont fabriquées au Québec qui vont combler la pénurie. Reste un problème avec certains médicaments de sédation, donc les personnes qui souffrent d'anxiété ou qui ont besoin d'être calmées, endormies, tous les médicaments de sédation. Il y a effectivement, là, peut-être à peu près pour une semaine de médicaments, mais là, on cherche partout, avec le gouvernement fédéral, des solutions. Je veux aussi vous dire qu'on a, avec autant les syndicats que le patronat, convenu d'ajouter quelques emplois qui vont être réouverts. Donc, il y a des ministres au cours de la journée qui vont vous annoncer. On va comme élargir un peu la liste des services prioritaires. Je pense entre autres à la construction domiciliaire. On s'est assuré avec la santé publique que tous les protocoles étaient mis en place pour protéger ces employés-là, entre autres qui restent toujours à 2 mètres les uns des autres. Mais on ne veut pas ajouter une crise du logement par-dessus la crise qu'on vit actuellement. Une bonne nouvelle, je pense entre autres aux parents, mais aussi aux enfants, c'est à partir d'aujourd'hui que Télé-Québec va diffuser des émissions éducatives, donc autant pour les plus petits, préscolaires, primaires, que pour le secondaire. Donc au secondaire, entre autres, ils vont avoir un petit peu de science avec Martin Carly, puis des fois un petit peu moins sérieux avec Pierre-Luc Funk, là, mais il y a des excellents animateurs, animatrices, là, autant pour les tout petits que pour les ados. Puis ça commence aujourd'hui. Bon, maintenant, mes remerciements du jour, vous allez comprendre que c'est pour tous ceux et toutes celles qui travaillent dans nos CHSLD et nos résidences pour aînés. Je sais qu'à certains endroits, il manque de personnel. Je sais que c'est stressant parce que le personnel essaie d'aider, mais ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas tout faire. Comme je dis souvent à Isabelle, à l'impossible, nul n'est tenu. Hein? Donc, l'important, c'est que chacun fasse son possible, fasse le mieux qu'il peut avec les circonstances. Et moi, je dis à tout le personnel, entre autres des CHSLD, lâchez pas, là, on travaille sur toutes sortes de scénarios pour continuer à vous envoyer des renforts, mais c'est très, très, très important ce que vous faites pour nos aînés. Donc, même si la situation dans les résidences personnes âgées est difficile, il reste que quand même, quand on regarde les données, la situation générale quand même se stabilise. Ça ne veut pas dire qu'il faut relâcher les consignes. Entre autres, on reste toujours à 2 mètres des autres personnes. Ça va sauver des centaines de vies de continuer de le faire. Puis, je dis à tout le monde
courage, les beaux jours vont revenir. Merci. Est-ce que vous avez une déclaration en anglais, Monsieur le Oui. Premier ministre? Good afternoon. The Ministry Bonjour. of Health carried out Le ministère checks de in la private Santé CHSLDs over the ont fait des weekend. vérifications dans les CHSLD privés pendant la fin de semaine. Dans la majorité des cas, la situation est bonne, les patients sont bien traités. Cependant, nous surveillons quelques établissements. Je sais qu'il existe l'inquiétude chez les familles. Même si la situation est loin d'être parfaite en ce moment, je tiens à vous rassurer. Dans la grande majorité des résidences et des CHSLD, un personnel dédié s'occupe des résidents. Et lorsque la situation est critique, nous déployons du personnel. Plus tard aujourd'hui, nous allons ajouter des activités dans la liste des services essentiels, comme la construction. Nous avons développé des protocoles pour nous assurer que le lieu de travail est sécuritaire. Je sais que la situation est difficile pour tout le monde, notamment à certains endroits, mais j'aimerais être clair. La situation générale semble meilleure aujourd'hui. Nous devons maintenir la distanciation physique et en suivant les directives de la santé publique, nous sauvons des centaines de vies. Courage à tous. Les beaux jours reviendront. Merci beaucoup. Maintenant, à la période de questions, nous commençons avec Patrick Belrose du Journal de Québec. Oui, bonjour à tous. La question est pour Mme Blais. Étiez-vous au courant de la situation au CHSLD Erin et de façon plus générale, je dirais, au CIUS de l'ouest de l'île? Et quelles actions ont été prises depuis le printemps dernier, depuis le fameux rapport du coroner? Comme vous le savez, M. Belrose, c'est un CHSLD privé. Et en ce qui me concerne, j'ai avisé tous les PDG des CIS et des CIUS qu'on doit mettre en place les recommandations qui sont faites. Et vous le savez, hein, dans cette histoire-là, ça n'a pas été simple non plus pour que Mme McVeigh, qui est la PDG du CIUS de l'ouest de l'île de Montréal, de pouvoir entrer à l'intérieur du CHSLD privé pour être en mesure d'apporter des soins. Mais cette résidence-là avait déjà été certifiée correctement. C'est une dégradation, fort probablement, qui s'est produite dans le temps. Mais actuellement, il y a un contrôle. Les gens du CIUS de l'Ouest sont là. Et il y a une enquête. Et je ne vais pas commenter davantage à cause de l'enquête qu'il y a en ce moment-ci. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui vous interpellent, qui vous critiquent. Est-ce que vous prenez une part de responsabilité dans la situation? Écoutez, c'est un dossier qui me tient à cœur depuis tellement d'années, je dirais depuis les années 1979, que je m'intéresse aux aînés et je m'intéresse aux proches aidants. Écoutez, je pense que ce qui se passe actuellement, le gouvernement a tout mis en place, même les urgentologues aujourd'hui disaient que ce qu'on devait faire en premier, c'était de libérer des lits dans les hôpitaux pour être en mesure de faire face à une grande crise. Et là, maintenant, ça attaque certaines résidences pour personnes qui sont plus vulnérables. On le savait que c'était pour toucher les personnes vulnérables. Écoutez, la critique, je suis capable de la prendre, rendue à mon âge. Si je fais de la politique, c'est pour être capable d'accepter la critique. Mais si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'on veut prendre soin de nos aînés, on prend soin de nos aînés et qu'on va tout faire pour mettre en œuvre des changements au niveau de la culture organisationnelle de nos milieux de vie. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Mme Blais, M. Arruda, je voudrais vous parler des médecins spécialistes parce que plusieurs s'inquiètent, Monsieur le Premier ministre, du fait que, on a arrêté de faire certaines opérations. Et là, les médecins spécialistes disent, à un moment donné, il va falloir rattraper ce retard-là. Et on craint notamment que si, par exemple, ça nous prolonge, on a une espèce de congestion dans les salles d'opération l'automne prochain, parce que, évidemment, la crise n'est pas terminée aujourd'hui, etc., que ça puisse tomber en même temps aussi qu'une deuxième vague de COVID-19. Bref, est-ce qu'on n'est pas en train de reporter
des problèmes à plus tard et même les amplifier en ayant cessé de cette façon toutes les opérations ou à peu près électives qu'il y avait au Québec. Bon. On le sait, dans nos hôpitaux au Québec, qu'on a à peu près 18 000 lits. On en a libéré à peu près 8 000. Là, on est rendu qu'à peu près 6 000. Donc, on a relâché 2 000. On a moins de 1 000 personnes, là, 879, qui sont hospitalisées. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a de la place pour recommencer les opérations qui ont été reportées. C'est ce qu'on va faire dans les prochains jours, les prochaines semaines, si la situation continue de se stabiliser. Mais il faut comprendre qu'il y a quelques semaines, on se disait peut-être qu'on va avoir besoin de 8 000 lits dans nos hôpitaux pour soigner les gens qui ont de la COVID-19. Donc, heureusement, la vague n'est pas venue, puis on pense que c'est en train de se stabiliser. Bon. Par contre, on a aussi un défi à court terme, j'en ai parlé tantôt, les CHSLD, les résidences personnes aînées. On veut aussi que certains spécialistes nous donnent un coup de main dans les résidences pour aînés. Mais effectivement, il va y avoir de la place dans les prochaines semaines, s'il n'y a pas de vague puis de grosse augmentation dans les hospitalisations, de recommencer les chirurgies qui ont été reportées. Justement, les spécialistes que vous voulez affecter au CHSLD, d'abord, il y en a combien qui pourraient œuvrer dans les CHSLD et de quelle spécialité? Est-ce qu'on parle de gérontologues? Est-ce qu'on parle de gens qui sont en infectiologie? À quoi vous faites référence? D'abord, je ne suis pas médecin, mais moi, ce qu'on m'explique, c'est qu'un médecin spécialiste, avant d'être spécialiste, a aussi appris sa médecine généraliste, donc est capable d'agir comme généraliste. Donc, je pense que je prends pour acquis que tous les médecins spécialistes pourraient nous donner un coup de main dans les CHSLD. Maintenant, M. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Mme Blais, M. Arruda. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'il y a un problème avec la direction du CIUS de l'Ouest de Montréal? On sait que les dirigeants de Heron affirment avoir été abandonnés par le ministère de la Santé. Il y a une lettre qui a circulé, qui est envoyée à votre ministre de la Santé le 9 avril et qu'on dit qu'il n'y avait aucune collaboration. Bon, écoutez, il y a une enquête. En fait, il y a 3 enquêtes qui ont lieu. Une enquête de la santé publique, une enquête de police, puis une enquête du coroner. Fait qu'on devrait savoir, effectivement, à qui distribuer les blâmes une fois qu'on va avoir les résultats de ces enquêtes-là. Moi, ce qu'on me rapporte, c'est que le problème venait vraiment du CHSLD, de la direction du CHSLD, mais on va faire la lumière sur toute cette affaire. Concernant toujours le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal, je ne sais pas si on vous a mis au courant, il y a une préposée aux bénéficiaires qui a témoigné à visage découvert hier en disant qu'au CHSLD La Salle, ça empestait la négligence là-bas. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? D'abord, on est en train de vérifier, effectivement, tous les reportages que j'ai vus au cours des derniers jours, que ce soit à La Salle ou à Ville-et-Mort, ou en tout cas tous les reportages qu'on a vus, j'ai demandé qu'on enquête. J'ai vu à certains endroits qu'on a forcé du personnel ou qu'on aurait forcé du personnel en barrant les portes. Bien, ça, c'est inacceptable, là. Comme je le disais tantôt, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais donc, on va enquêter. Par contre, je vous ai dit bien honnêtement tantôt que je sais qu'encore aujourd'hui, il y a certaines résidences où il manque de personnel. Donc, ça doit être très difficile pour le personnel qui est là d'être à court au total de personnel. Donc, je peux comprendre que c'est difficile. Donc, j'accepte qu'il y a peut-être eu des lacunes. On est en train d'essayer de voir comment on peut envoyer plus de personnel. Mais encore une fois, c'est un problème qui est là depuis longtemps. Marguerite a visité, je pense, une centaine de résidences depuis 1 an et demi, puis elle me raconte à chaque semaine ce qu'elle voit. C'est difficile à partir du moment où il n'y a pas assez de jeunes et de moins jeunes qui étudient pour, par exemple, devenir préposés aux bénéficiaires, d'en trouver. En plus, il y a un problème salarial qu'on doit régler dans la convention collective.
Donc, on ne pourra pas du jour au lendemain régler tous ces problèmes-là. Donc, c'est pour ça qu'on envoie du personnel, des médecins spécialistes, des médecins omnis, des infirmières qui vont faire le travail de certains préposés aux bénéficiaires. Donc, on essaye de tout envoyer, ce qu'on est capable d'envoyer pour régler les pénuries. Mais ce n'est pas un nouveau problème, la pénurie dans les résidences de personnes âgées. Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous dites qu'à la suite, vous aviez annoncé des inspections dans les 40 CHSLD privés non conventionnés. Vous dites qu'il y a 4 ou 5, là. Bon, il y en a 5. Bon, il y en a 5. Quels sont ces CHSLD? Quel est le problème? Et vous dénombrez au total, privé-public, combien de CHSLD en situation critique? Bon, il y a 5 CHSLD privés conventionnés, mais je voudrais dire une chose, là. Il y a des excellents CHSLD privés non conventionnés. Puis il y a des CHSLD publics où c'est pas parfait. Donc, bon, là, il y a plusieurs raisons. Est-ce que c'est un problème de gestion? Est-ce que c'est un problème de bien appliquer les directives pour, par exemple, utiliser le matériel de protection individuelle? Est-ce que c'est suite à des pénuries de personnel? Et là, quand il y a une pénurie de personnel, bien, on ne peut pas blâmer la direction. Ils essayent de faire leur possible, mais ils ne sont pas capables d'offrir le service normal qu'ils devraient offrir parce qu'il manque de personnel. Donc, quand je dis qu'il y en a 5 sous surveillance, dans les CHSLD privés non conventionnés, bien, c'est un mélange de tout ça. On surveille, puis on voit que peut-être ne sont pas en contrôle à 100%, et puis que toutes les directives ne sont pas en place comme ils devraient être, s'assurer d'avoir une zone chaude, une zone froide, tout le monde ait les équipements, qu'on s'occupe bien des gens, qu'on fasse le contact avec la famille. Il y a des endroits, en tout cas 5, là, où il y a des choses à améliorer, mais je ne suis pas prêt à jeter le blâme. Ça se peut que dans certains cas, ça soit un manque de personnel. Et juste là, c'était dans l'ensemble des CHSLD, combien critiques? Là, on va inspecter tous les CHSLD. Vous savez, si on additionne les CHSLD publics, privés conventionnés, privés non conventionnés, plus les RPA, plus les RI, on parle de 2600 résidences. On va toutes les inspecter pour bien comprendre. Bon, il y en a un certain nombre, je dirais une trentaine, là où il y a plus que 15 des patients qui sont infectés. Donc, ceux-là, on les a sous surveillance. Ça ne veut pas dire que la situation n'est pas sous contrôle, mais quand on a plus de 15 de nos patients qui ont la COVID-19, là, c'est un défi à gérer tout ça. Donc, on les suit bien, ces 30-là. Maintenant, question pour Marie-Michel Sioui, Le Devoir. Bonjour à vous trois. J'essaie de rétablir une ligne du temps. Vous avez dit samedi avoir appris vendredi, donc le 10 avril, qu'il y avait une situation, appelons-la, déplorable au CHSLD Heron. Le groupe Catassa, lui, dit avoir écrit les 8 et 9 avril des lettres, une à vous, Madame la ministre, une autre à votre collègue, Madame Mécan. Est-ce que ça veut dire donc, Monsieur le Premier ministre, que vous avez appris ce qui se passait dans ce CHSLD-là, en lisant le journal, que vous n'étiez pas au courant de cette lettre-là ou que le CIUS ne vous a pas avisé de la situation qui avait lieu? Non, on savait déjà depuis un certain nombre de jours, dans notre liste de CHSLD, que le CHSLD Heron avait un manque de personnel, avait des gens qui étaient atteints de la COVID-19, même qui étaient décédés de la COVID-19. Ce qu'on a appris vendredi soir, c'est qu'il y avait eu 31 décès entre le 13 mars et aujourd'hui. Donc, ça, on ne le savait pas. On savait qu'il y avait eu quelques décès, mais sûrement pas 31. Puis, c'était parce qu'on n'avait pas accès au dossier des patients. Madame Blais, il y a combien de CHSLD comme celui de Sainte-Dorothée où les zones chaudes et froides sont séparées par un rideau? Bien, écoutez, vous le savez comme moi qu'il y a plusieurs CHSLD qui sont vétustes au Québec depuis 25 ans, depuis 20 ans, qui auraient dû être reconstruits. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de faire des maisons des aînés, des unités de 12,
de plus grandes chambres avec des salles de bain individuelles. C'est plus facile pour soigner, c'est plus facile pour isoler les personnes. On s'est aussi engagé au gouvernement à reconstruire 25 CHSLD qui seront construits en mode maison des aînés, donc le même modèle. On ne peut plus retourner à des modèles hospitalo-centriques, donc de très petites chambres. Et écoutez, c'est pas parce que c'est séparé par un rideau là, qu'il n'y a pas de contagion, là. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut faire des zones chaudes puis des zones froides. Et si dans un CHSLD, on n'est pas capable de faire des zones froides et chaudes parce qu'il est plus petit, il faut que la zone soit totalement chaude. Il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas souhaitable. Maintenant, Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous nous disiez la semaine dernière que vous recevez chaque matin une liste des établissements pour personnes aînées avec le nombre de personnes qui sont atteintes de la COVID. On apprend dans les médias depuis quelques jours des exemples où, bon, dans un établissement, il y a beaucoup de gens infectés, dans un autre, il y a un problème criant de personnel. Pourquoi ne pas tout simplement rendre publique la liste que vous recevez chaque matin pour être plus transparent? Les gens sauraient à quoi s'en tenir. Quelle est la situation exactement, précisément, dans les CHSLD? Parce que là, vous évoquez des CHSLD sous surveillance, d'autres où il y a beaucoup de gens infectés. C'est un peu difficile pour monsieur, madame, tout le monde de s'y retrouver. Pourquoi pas tout simplement dévoiler la liste? D'abord, il y en a 2600 résidences au total. Il y en a qui sont publiques, il y en a qui sont privées. Donc, les résidences qui sont publiques, c'est nous qui gérons, donc on a plus d'informations. Le privé, on est en train d'aller en chercher davantage d'informations. Parfois, c'est du personnel. Parfois, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la COVID-19. Par contre, il y a des CHSLD où il y a beaucoup de cas de COVID-19, mais que tout est sous contrôle. Je dirais la majorité, d'ailleurs. Ils ont des zones chaudes, des zones froides. Donc, on regarde tous les CHSLD, les RPA, les ARI, et on fait le tour de où il y a des problèmes. Donc, et puis ça change à chaque jour. Je ne pense pas là, qu'on va commencer à donner la situation des 2600 résidences. Vous avez décidé dès le début de la pandémie d'interdire les visites là, dans l'ensemble des résidences pour personnes âgées. Or, dans plusieurs cas, il y a des gens qui sont hébergés qui recevaient de l'aide de leurs proches pour, par exemple, se nourrir, pour des soins d'hygiène. Et là, ces résidents-là, maintenant, sont privés de certains de ces soins. Lorsqu'on pose des questions, on obtient comme réponse, bien, il manque de personnel, le personnel est à bout de souffle. Alors, est-ce que, jusqu'à un certain point, l'interdiction totale des visites n'a pas contribué, justement, à accentuer le problème dans certaines résidences? Et est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de permettre un nombre très limité, encadré de visiteurs qui jouent aussi un rôle auprès des personnes qui habitent ces résidences-là? C'est le genre de questions qu'on se pose à tous les jours depuis le début, parce que c'est pas noir ou blanc, c'est la balance des inconvénients. Si on empêche les proches aidants de venir dans les CHSLD, on diminue les risques de contagion, mais en diminuant la présence de proches aidants dans nos CHSLD, on se prive parfois d'une ressource qui venait donner un coup de main. Donc, c'est ça qu'il faut voir, là, puis on en discute avec le docteur Arruda. Quelle est la balance des inconvénients? Est-ce que ça serait mieux? C'est difficile de faire un tri, là, mais dans un monde idéal, si on était capable de dire, bien, ce proche aidant, il a été testé négatif, il porte un masque, il fait attention pour rester à 2 mètres de tout le monde, il va juste voir sa mère. Bon, on pourrait le laisser rentrer, là, mais comment on fait ce tri-là dans la situation actuelle? Ce sont des questions qu'on se pose, puis on va continuer à cheminer là-dedans dans les prochains jours. Maintenant, 2 dernières questions de la presse canadienne. Cela fait presque exactement 1 mois que l'Assemblée nationale est fermée et vous n'avez pas à rendre de compte à l'opposition. Allez-vous prolonger la fermeture de l'Assemblée nationale et prévoyez-vous des échanges, débats avec l'opposition? Bon. J'ai une conférence téléphonique à tous les lundis, donc cet après-midi, et tous les jeudis. Et je réponds aux questions des 3 chefs de l'opposition. Maintenant, on avait prévu que l'Assemblée nationale serait fermée jusqu'au 21 avril. La situation, par exemple, actuellement, là,
surtout les ministres à la santé, puis je dirais aussi à l'économie. Je ne pense pas que ce serait une bonne idée, que ce soit par conférence ou d'une autre méthode, de prendre des heures pour répondre aux questions. Pour l'instant, bon, quelle sera la situation le 21 avril, le 26 avril, le 4 mai? On va suivre la situation. Donc, je discute avec les chefs de l'opposition de certaines méthodes alternatives pour qu'ils puissent poser des questions à certains ministres. Mais comme je le répète là, depuis quelques jours, pour l'instant, là, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Il faut tout concentrer les énergies de nos ministres à régler la crise plutôt que de répondre aux questions. D'abord, je pense que je le fais ici une fois par jour, de répondre aux questions. Là. Je suis certain que les chefs de l'opposition pourraient vous en passer quelques-unes. Et enfin, une dernière question pour le docteur Arruda. Qu'est-ce qu'on sait, M. Arruda, de la santé mentale des personnes âgées qui sont justement cloîtrées chez elles en raison du confinement depuis longtemps, qui peut-être ne voient pas leurs proches aidants et qui peuvent commencer à souffrir de problèmes de santé mentale, par exemple? Écoutez, je pense que tout confinement peut entraîner, même chez la personne en bonne santé, certaines détresse, anxiété, etc. Donc, c'est clair que nos personnes âgées doivent vivre ces situations-là, tout comme les familles. Je suis très, très, très sensible, je vous dirais, à la détresse que certains... on a vu des reportages ce week-end qui font mal au cœur. Et soyez assurés qu'on va essayer de faire un bon équilibre entre les éléments qui permettent de protéger leur vie et la vie de leurs parents aussi. Parce que des fois, en voulant bien faire, on pourrait exposer son propre père ou oncle, ou etc., parce qu'on est porteur et on ne le sait pas. Mais je pense, et c'est pour ça, quelque part, qu'il faut trouver des moyens, à mon avis, de répondre à ça. En tout cas, moi, ce qui est majeur aussi, c'est d'avoir des nouvelles. Hein? Je peux comprendre que si ça fait 3 jours que nos parents sont dans un centre et qu'on n'a pas nécessairement eu de nouvelles, puis je pense que là-dessus, on a demandé... le premier ministre, Mme Blais, Mme McCann, ont demandé à ce qu'on s'assure qu'il y ait quelqu'un qui puisse communiquer l'information. Le doute, l'absence d'information entraîne une peur, et puis etc. Fait que, oui, je pense que c'est un élément important. C'est vrai pour nos personnes âgées qui sont en confinement. C'est vrai pour les familles qui n'ont pas de contact avec eux. Puis c'est vrai aussi pour probablement bien des personnes. Et je parlerai aussi des éléments en lien avec la santé mentale, la violence conjugale qui peut apparaître dans les maisons quand il y a moins de gens qui voient. Fait qu'il faut qu'on prenne ça en considération dans nos choix, puis dans ce qu'on appelle nos choix de réouverture éventuellement, progressivement. Puis il faut élargir la gamme de services aussi. C'est pas qu'une question de santé physique, ça va devenir une question de santé mentale, de santé économique, etc. Là. Fait qu'on est très sensible à ça. Merci. Maintenant, nous en sommes aux questions en anglais. Cathy Sonnet, CBC. CBC. Question. Bonjour. Monsieur Legault, vous demandez aux Québécois de devenir préposés aux bénéficiaires. Vous dites que la situation est critique et qu'elle était critique avant la pandémie. Et quand on s'intéresse à la situation actuelle, vous saviez qu'il manquait de personnel avant dans les résidences. Il y a maintenant des stratégies de transfert de patients des hôpitaux vers les CHSLD. Est-ce que vous pensez que vous avez fait en sorte que la situation s'est empirée avec ces transferts, sachant que le personnel manquait? Tout d'abord, retournons aux faits. Nous avons transféré environ 1000 patients dans ce que nous appelons les ressources intermédiaires. C'est tout. C'était des nouveaux endroits pour ces personnes et ça permettait de libérer des lits pour les personnes souffrant de COVID-19. Je pense que c'était le bon choix. Mais il n'y a pas eu une augmentation des nombres dans les CHSLD. C'était vraiment dans les ressources intermédiaires que ces 1000 personnes ont été envoyées. Comme je l'ai dit,
Il y avait une pénurie de personnel avant la crise. Voilà pourquoi nous négocions avec les syndicats, et cela fait un petit moment, afin d'augmenter les salaires. Nous voulons une augmentation plus haute si nous comparons aux autres travailleurs. Ce n'est pas facile parce que les syndicats, normalement, lorsqu'ils négocient, c'était la même chose avec le Parti québécois, etc., ils demandent souvent le même pourcentage d'augmentation pour tous les employés. Mais nous ne suggérons pas cette solution. Nous voulons qu'il y ait une augmentation plus importante pour ces personnes en particulier. En ce moment, il faut envoyer un signal. Il n'y a pas assez d'étudiants dans les cohortes de ces programmes. Le travail n'est pas assez attirant. Et parce qu'il y a une pénurie, le travail est encore plus difficile que d'habitude parce qu'il manque de personnel. Donc, c'est encore moins intéressant pour les étudiants. Il faut donc augmenter le salaire. Et voilà pourquoi il y a des primes temporaires. Mais ce n'est pas assez. Les gens veulent savoir si ce sera permanent. Et voilà pourquoi il est urgent de négocier avec les syndicats une augmentation. Deuxième question pour Mme Blais. La fin de semaine a dû être très difficile pour vous, sachant ce qu'il s'est passé au CHSLD Heron. Étant une proche aidante, quand vous voyez que des personnes âgées ont été délaissées, mal nourries, etc., comment la stratégie devrait-elle être modifiée? Comment est-ce que les proches aidants pourraient aider ces personnes puisqu'ils sont maintenant bannis? Ils n'ont plus accès aux personnes âgées. Vous avez dit tout d'abord que ma fin de semaine a été horrible. Vous savez, je suis revenue à la politique pour m'occuper des aînés et pour m'occuper des proches aidants. C'est ma mission et c'est ma passion. Quand je vois ce genre de situation, évidemment, je ne peux pas être de glace, je ne peux pas être pragmatique. J'ai des émotions. Nous avons discuté avec M. Arruda ce matin. Quand est-ce que les proches aidants pourraient revenir au CHSLD? Cependant, nous devons écouter la santé publique. C'est très important. Nous ne voulons pas qu'une seconde vague s'enclenche. Nous ne voulons pas que la situation revienne. Nous voulons prévenir les infections. Il sera donc très important d'écouter la santé publique. Et lorsque la santé publique sera prête, eh bien, nous ferons ce qu'il faut faire. Comme on dit en français, c'est une décision crève-cœur. Ça me brise le cœur. Mais je sais que je dois faire ceci pour protéger les aînés et pour protéger les proches aidants. Question pour CTV, Samuel Pouliot. Question CTV. Pourquoi est-ce que rien n'a été fait au CHSLD Heron suite au rapport de l'Ombudsman en 2019? C'était un rapport qui identifiait des problématiques. Et comment veiller à ce que ceci ne se produise plus jamais? Plus d'argent dans le système, peut-être? D'accord. Nous avons obtenu ces rapports. C'était d'abord le gouvernement libéral, puis nous. Nous avons veillé, avec le CIUS de l'Ouest de l'île, que toutes les mesures soient mises en œuvre. Cependant, je pense que ce qu'il s'est passé en mars, c'est que soudainement, plusieurs des résidents sont tombés malades, ont développé la COVID-19. Plusieurs employés ont décidé de quitter les lieux et les informations qui ont été remises au CIUS concernaient un manque d'employés. Cependant, vendredi soir, nous avons découvert qu'il y avait 31 décès en seulement 3 semaines. On ne le savait même pas. Je pense que les propriétaires de cet établissement
aurait dû informer le SUS de la situation. Je pense que c'est le problème principal. D'accord, on peut dire qu'on a besoin de plus d'employés, mais dire « Hey, il y a 31 morts en quelques semaines », ça, c'est quelque chose d'urgent. Je pense que dans l'avenir, enfin, nous savions que dans certains CHSLD, il y avait une pénurie de personnel. Nous ne pouvons pas attirer le personnel car nous ne payons pas assez ce personnel. Mais ce n'est pas le cas de Heron. Heron demande entre 3 000 à 10 000 $ par mois aux résidents. Donc, ils devraient avoir les moyens de bien payer leur personnel avec ce genre de revenus. Il n'y a pas d'excuse. Maintenant, en ce qui concerne le manoir Verdun, les employés ont été embarrés à l'intérieur de l'établissement. Qu'est-ce que vous avez à dire et est-ce que vous avez envoyé des employés? J'ai demandé qu'on vérifie ce qu'il s'est passé à Verdun. Et si ça s'est réellement déroulé, eh bien, c'est inacceptable. On ne peut pas verrouiller des employés à l'intérieur d'un établissement. C'est inacceptable. Mais je veux d'abord vérifier si c'est vrai. Monsieur le Premier, si vous pouvez répéter ce que vous avez dit à propos de la résidence Heron concernant les tarifs et puis les salaires payés, parce que mes collègues sont tous un peu interloqués parce que vous venez de dire. Si vous voulez répéter, s'il vous plaît, ce que vous venez de dire. Ce que je dis, c'est qu'au CHSLD Heron, les loyers variaient de 3 000 à 10 000 $ par mois. Donc, il me semble que le CHSLD aurait dû être capable de payer des bons salaires pour garder son monde. Mais il est arrivé une situation où ce que je comprends, c'est que il y a beaucoup de cas de COVID-19 qui se sont répandus rapidement. Les employés ont commencé à se sauver, à quitter. Et mais là, la première chose qu'aurait dû faire la directrice du CHSLD Heron, c'est de dire la vérité, qu'il y avait eu 31 morts. Je pense qu'il y a une différence entre dire au CIUS, il manque de personnel, puis dire au CIUS, bien, j'ai eu 31 morts en quelques semaines. Là. Merci, Monsieur le Premier ministre. Une question maintenant de Phil Autier de Gazette. Mr. Legault. Question de Gazette. Les résidents de Heron rejettent le blâme sur le CIUS de l'ouest de l'île. Ils disent qu'ils ont demandé de l'aide, mais n'ont pas obtenu d'aide. À qui la faute? Réponse. Il y a 3 enquêtes de la santé publique, du coroner et de la police. Donc, toutes les informations seront plus claires éventuellement. Pour l'instant, ce que je sais, c'est que le CIUS n'a pas obtenu de collaboration ni de renseignements sur le nombre de décès. Oui, ils ont été informés comme quoi il y avait une pénurie de personnel. Ils ont envoyé des employés sur place, mais le problème était pire que cela. Question pour Dr Arruda. La projection veut que le sommet sera le 18 avril pour le nombre de cas. C'est ce que vous envisagez toujours? Oui. Si nous nous intéressons au nombre de cas par jour, on voit qu'il y a une stabilité et une descente. Je ne dirais pas qu'il y a un déclin rapide, mais nous voyons que la courbe a été aplanie. Maintenant, en ce qui concerne les personnes décédées et les hospitalisations, il faudra attendre environ 20 jours pour voir les résultats. Nous voyons qu'il y a des cas de personnes qui tombent malades, puis les complications sont détectées un peu plus tard, puis ils meurent un peu plus tard. Mais pas tout le monde meurt, mais certains meurent. Question Global News. Est-ce que le CIUS de l'ouest de l'île aurait dû intervenir plus tôt dans le cas du CHSLD Heron? À quel point la responsabilité relève du CIUS? Je pense qu'ils ont réagi correctement en fonction des informations qu'ils avaient. Ils ont envoyé du personnel et avant vendredi, ils ne savaient pas qu'il y avait 31 décès.
Il y aura des enquêtes qui seront menées et nous saurons exactement ce qu'il s'est passé. Dernière question de Raquel. Il y a eu un engagement fait par les CHSLD de contacter les familles. Est-ce que vous faites la même promesse du côté du gouvernement? Les familles se plaignent du fait qu'ils n'arrivent pas à obtenir des informations sur leurs proches dans les hôpitaux. J'ai demandé aujourd'hui que quelqu'un soit débrouillé pour communiquer avec la famille. Donc, je m'attends à ce que ça soit fait. Plusieurs questions déchirantes qui ont été posées aujourd'hui à ce point de presse quotidienne.